Chloé furetait dans les tiroirs de mon fils décédé, tel un charognard. Le bruit des papiers qu'elle remuait frénétiquement me soulevait le cœur, alors que je m'efforçais de garder contenance après les funérailles qui venaient à peine de s'achever. Elle ignorait que je savais déjà tout ce qu'elle cherchait. Elle ne se doutait pas que Julien m'avait légué un domaine en Bourgogne, 3 appartements à Paris et un compte en banque garni de plus de 300 000 € à mon seul nom. Et elle ignorait surtout que j'avais pris la décision de garder le secret. L'odeur des roses fanées envahissait la maison, se mêlant au parfum bon marché que Chloé avait porté pour la cérémonie. Le claquement de ses talons résonnait sur le parquet, tandis qu'elle ouvrait chaque tiroir de la chambre de Julien, à la recherche de documents, de titres, de n'importe quoi qui pourrait lui donner un droit sur son héritage. Mais je connaissais la vérité. Une semaine avant de mourir, mon fils m'avait rendu visite en secret. Il était arrivé blême, le visage creusé par la maladie, mais avec une lueur de détermination dans les yeux. Il m'avait tendu une enveloppe scellée et m'avait dit d'une voix rauque mais ferme de ne pas l'ouvrir avant la fin de l'enterrement, de ne rien dire à personne, et surtout pas à Chloé. « Maman », m'avait-il murmuré en cet après-midi pluvieux, « elle n'est pas celle que tu crois. Quand je ne serai plus là, tu découvriras son vrai visage. Mais je veux que tu saches que tout ira bien pour toi, plus que bien. » Sur le moment, je n'avais pas compris. Mais maintenant, en la voyant fouiller dans ses affaires comme un vautour affamé, tout prenait son sens. Mon fils avait été bien plus perspicace que nous ne l'avions jamais imaginé. Je me suis dirigée vers la cuisine, mes pas feutrés sur le carrelage froid. La bouilloire sifflait doucement, alors que je préparais du thé pour les derniers visiteurs venus me réconforter. Mes mains, ridées mais stables, tremblaient légèrement, non pas à cause de l'âge, mais de la rage contenue qui me rongeait de l'intérieur. La maison sentait la tristesse et les fleurs mortes. Les compositions florales envoyées par la famille et les amis commençaient à se flétrir, leurs pétales tombant sur les meubles comme des larmes silencieuses. Le silence n'était rompu que par les pas agités de Chloé à l'étage, retournant tout comme si c'était son droit le plus strict. Chloé est apparue sur le seuil de la cuisine, le visage congestionné par la frustration. Sa robe noire était froissée et son maquillage commençait à couler. Elle n'avait pas trouvé ce qu'elle cherchait, et cela la rendait folle. « Élise », me dit-elle avec cette voix fausse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose de moi. « Il faut qu'on parle des papiers de Julien, de ses comptes en banque, de ses propriétés. En tant que sa femme, j'ai le droit de tout savoir. » Je l'ai regardée fixement, sentant la chaleur du thé se répandre dans ma poitrine. Extérieurement, je gardais mon expression de belle-mère endeuillée, mais intérieurement, je souriais. Si seulement elle savait ce que je savais, si seulement elle savait ce que je gardais dans mon coffre-fort, elle deviendrait complètement folle. « Je ne sais rien de tout ça, ma chérie, » lui ai-je menti avec la voix brisée d'une vieille femme sans défense. Julien ne me parlait jamais de ses affaires de travail. Ses yeux se sont plissés. Elle ne me croyait pas, mais ne pouvait pas m'accuser de mentir sans paraître cruelle envers une mère en deuil. Le jeu avait commencé, et elle n'avait aucune idée qu'elle avait déjà perdu. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai observé son comportement tandis que les invités prenaient pas congé un par un. Chloé feignait la douleur, s'essuyait des larmes imaginaires, étreignait les gens avec une performance qui me donnait la nausée. Mais je la connaissais. J'avais vécu avec elle et Julien pendant 2 ans avant qu'ils n'emménagent dans leur propre maison. Et j'avais vu comment elle le traitait quand elle pensait que personne ne regardait. Je me suis souvenu de cette nuit de décembre où je les avais entendus se disputer. Chloé hurlait sur Julien parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent, parce qu'il ne lui achetait pas les choses qu'elle désirait. Elle l'avait traité de médiocre. Elle lui avait dit qu'elle l'avait épousé en espérant mieux. Mon fils était sorti de la maison, marchant sous la pluie, et quand il était revenu des heures plus tard, il avait les yeux rouges et l'âme en peine. Cette nuit-là, je n'avais rien dit. Je pensais que c'était juste une querelle de couple, quelque chose qui se résoudrait avec le temps. Comme je m'étais trompée, le bruit de la pluie a commencé à frapper contre les fenêtres, créant une symphonie mélancolique qui accompagnait parfaitement l'atmosphère.
Les derniers invités prenaient congé dans le salon, leurs voix chuchotant des condoléances vides qui se perdaient dans l'air lourd de l'après-midi. Chloé était retournée dans la chambre de Julien, et je l'ai suivie discrètement. Je l'ai observée depuis l'encadrement de la porte, tandis qu'elle ouvrait l'armoire, fouillait dans les vêtements, déplaçait des livres et des photographies, avec un désespoir qui frisait la folie. « Il doit bien y avoir quelque chose », marmonna-t-elle entre ses dents, sans se rendre compte que je l'observais. Cet idiot n'a pas pu emporter tous ses secrets dans la tombe. Ces mots m'ont transpercé comme des poignards. Idiot! Elle traitait mon fils mort d'idiot. Mes poings se sont serrés involontairement, et j'ai dû me mordre la langue pour ne pas exploser sur le champ. Mais non, je devais être patiente, je devais être intelligente, comme Julien me l'avait appris. La vengeance est un plat qui se mange froid, et la mienne était en train de congeler depuis exactement 1 semaine. Chloé a continué à farfouiller dans les affaires de mon fils, jetant au sol des photos de famille, des lettres que je lui avais écrites quand il était enfant, des souvenirs qui pour elle ne valaient rien, mais qui pour moi étaient des trésors inestimables. Chaque objet qu'elle touchait de ses mains avides me mettait davantage en colère. Je l'ai vue ouvrir le dernier tiroir du bureau et se frotter le front avec désespoir. Il n'y avait rien. Bien sûr qu'il n'y avait rien. Julien avait été prudent, méticuleux. Il savait exactement ce qu'il faisait quand il était venu me voir cet après-midi-là. « Où sont les relevés bancaires ?» m'a-t-elle demandé directement en entrant dans la cuisine, où je continuais de préparer du thé machinalement. « Il doit y avoir quelque chose. Il n'est pas possible qu'il n'ait rien laissé d'écrit. » Son masque de veuve éplorée commençait à se fissurer. Elle ne feignait plus la tristesse. Elle ne montrait que de l'impatience et de la cupidité. C'était exactement ce que Julien avait prédit. Peut-être à son bureau, ai-je suggéré d'une voix tremblante, jouant parfaitement mon rôle de vieille femme confuse. Il travaillait toujours beaucoup, tu sais. Je n'ai jamais rien compris à ces histoires d'argent. Chloé a quitté la maison comme une tornade, se dirigeant sûrement vers le bureau de Julien. Je savais qu'elle ne trouverait rien là-bas non plus. Mon fils avait été bien trop intelligent pour laisser des traces là où elle pourrait les trouver. Enfin, seule, j'ai marché jusqu'à ma chambre et j'ai ouvert le coffre-fort caché derrière un tableau d'un paysage provençal. Là se trouvait l'enveloppe que Julien m'avait donnée, avec d'autres documents qu'il m'avait remis au cours de ces dernières semaines. Mes mains tremblaient en touchant le papier. À l'intérieur, il y avait tout. Les titres de propriété du domaine qu'il avait hérité de son grand-père paternel, les actes des 3 appartements qu'il avait achetés en secret ces dernières années, et les documents d'un compte en banque dont j'ignorais même l'existence. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est la lettre qu'il avait écrite pour moi. De son écriture tremblante mais ferme, il m'expliquait tout. Il me racontait comment Chloé l'avait pressé de changer son testament, comment elle lui avait suggéré de tout mettre à son nom, au cas où quelque chose arriverait. Il me révélait des conversations téléphoniques qu'il avait entendues, des plans qu'elle avait pour après sa mort. « Maman, » disait la lettre, « elle pense que je suis stupide, mais je sais exactement quel genre de femme elle est. Tout ceci est à toi. Ça l'a toujours été. Je n'en ai été que le gestionnaire jusqu'au moment opportun. Utilise-le à bon escient et, surtout, ne la laisse pas te manipuler. Tu es plus forte que tu ne le penses. » À la fin de la lettre, un post-scriptum m'a fait pleurer. « Le moment venu, tu sauras exactement quoi faire. J'ai plus confiance en toi qu'en n'importe qui d'autre en ce monde. » Chloé est revenue du bureau 3 heures plus tard, les mains vides et le visage décomposé par la rage. Je l'ai vue par la fenêtre de la cuisine, marchant vers la maison comme une bête en cage. Ses talons martelaient le pavé avec une violence qui résonnait jusqu'à l'endroit où j'étais assise, feignant de lire le journal en buvant ma 3e tasse de thé. Quand elle est entrée, elle a claqué la porte si fort que les cadres des photos de famille ont tremblé sur les murs. Sa respiration était haletante, et elle avait ce regard sauvage que je n'avais vu qu'une seule fois auparavant, quand Julien lui avait refusé de l'argent pour un sac à main à 3 000 €. « Il n'y a rien », a-t-elle murmuré entre ses dents, plus pour elle-même que pour moi. « Absolument rien dans ce bureau.
comme s'il avait tout nettoyé avant de... Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle parlait trop. Mais j'avais déjà saisi l'idée. Elle pensait que Julien avait caché quelque chose avant de mourir. Et elle avait raison, sauf qu'il ne l'avait pas caché là où elle le croyait. « Oh, ma chérie !» lui ai-je dit avec ma meilleure voix de grand-mère inquiète. « Viens t'asseoir. Tu as l'air si bouleversée. Ce n'est pas bon pour ta santé. » Chloé m'a regardée comme si j'étais un cafard qu'elle venait de trouver dans son assiette. Pendant 2 ans, elle avait fait semblant de me respecter, m'appelant sa belle maman chérie et m'étreignant en présence de Julien. Mais maintenant qu'il n'était plus là, sa vraie personnalité commençait à faire surface. « Élise, il faut que tu réfléchisses bien, » m'a-t-elle dit, s'approchant de moi avec ce sourire faux qu'elle utilisait pour manipuler quelqu'un. Julien devait avoir des économies, des propriétés. Un homme ne travaille pas autant d'années pour ne rien laisser derrière lui. Ses yeux brillaient d'une avidité qui me donnait des frissons. C'était comme si elle voyait l'argent se refléter dans ses pupilles, comme si c'était la seule chose qui comptait au monde. Mon fils venait d'être enterré il y a quelques heures, à peine, et elle calculait déjà combien elle pouvait tirer de sa mort. « Écoute, je sais que tu es une femme intelligente, » a-t-elle poursuivi, s'asseyant à côté de moi et prenant mes mains dans les siennes, froides comme de la glace. « Je sais que Julien te faisait plus confiance qu'à personne. S'il a laissé quelque chose à quelqu'un, il a dû t'en parler. » Le mensonge sortait de sa bouche avec une facilité qui m'effrayait. Chloé n'avait jamais pensé que j'étais intelligente. Pendant des années, elle m'avait traitée comme une vieille femme inutile, qui ne comprenait rien au monde moderne. Elle m'avait fait me sentir invisible dans ma propre maison, m'avait exclue des conversations familiales. Elle avait levé les yeux au ciel chaque fois que j'essayais de participer aux décisions. Je me suis souvenue du jour de mes 68 ans. Julien avait organisé une petite fête, rien de chic, juste nous 3, et un gâteau que j'avais fait moi-même parce que Chloé avait refusé d'aider. Pendant tout le dîner, elle était au téléphone, ignorant complètement que c'était mon anniversaire. Quand Julien lui avait demandé de ranger son téléphone par respect, elle lui avait répondu que mon anniversaire n'était pas aussi important que ses affaires de travail. Mon fils s'était excusé auprès de moi ce soir-là, les larmes aux yeux. Il m'avait promis que les choses changeraient, qu'il lui parlerait. Mais je savais qu'aucune conversation ne pourrait changer le cœur froid de cette femme. « Chloé, ma chérie, » lui ai-je dit, serrant ses mains comme si je croyais vraiment à sa comédie. « J'aimerais pouvoir t'aider, mais tu sais comment était Julien avec moi. Il me traitait comme si j'étais en cristal. Il ne me parlait jamais de ses soucis pour ne pas m'angoisser. C'était un mensonge, bien sûr. Julien me racontait tout. Il m'avait parlé de ses investissements, des appartements qu'il avait achetés un par un au cours des 5 dernières années, du domaine qu'il avait hérité de son grand-père, et qu'il avait gardé secret, parce qu'il savait que Chloé voudrait le vendre immédiatement. Il m'avait aussi parlé des disputes constantes, de la façon dont elle lui reprochait de ne pas être assez ambitieux, de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas lui offrir la vie qu'elle méritait. Il m'avait parlé des menaces subtiles, de la façon dont elle avait commencé à suggérer qu'il serait peut-être préférable qu'il mette toutes ses propriétés à leurs 2 noms, au cas où quelque chose arriverait. « Mais il doit bien y avoir quelque chose !» a insisté Chloé, se levant et commençant à faire les 100 pas dans la cuisine, comme un animal en cage. Un homme de 35 ans, si responsable, ne vit pas toutes ces années pour ne rien laisser à sa famille. Le mot « famille » sonnait amer dans sa bouche. Quand avais-je cessé d'être de la famille pour elle? Exactement. Quand avait-elle décidé que la seule famille qui comptait, c'était elle-même? On devrait peut-être aller à la banque demain, a-t-elle suggéré, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Peut-être qu'ils pourront nous dire quelque chose là-bas. En tant qu'épouse, j'ai le droit de savoir ce qu'ils possédaient. J'ai hoché la tête lentement, comme si l'idée me semblait sensée. Oui, c'est peut-être une bonne idée, ma chérie, même si je ne comprends pas grand-chose à ces affaires. Ce que Chloé ignorait, c'est que j'étais déjà allée à la banque la semaine précédente, accompagnée de Maître Dubois, l'avocat de confiance de Julien, et un ami de la famille depuis plus de 20 ans. C'était Dubois qui avait aidé mon fils à tout structurer légalement,
s'assurant que chaque document soit parfaitement rédigé et enregistré. « Votre fils a été très précis dans ses instructions, Madame Élise », m'avait dit Maître Dubois cet après-midi-là, alors que nous examinions les papiers dans son cabinet. « Tout est exclusivement à votre nom. Le domaine, les appartements, les comptes en banque. Chloé n'a aucun droit légal sur tout cela. » Dubois connaissait Chloé depuis son mariage avec Julien. Et, bien qu'il ne m'ait jamais rien dit directement, je savais qu'il avait lui aussi percé sa véritable nature. Les avocats ont un sixième sens pour repérer les personnes cupides. Et si elle essaie de contester quoi que ce soit, lui avais-je demandé, bien qu'au fond, je connaissais déjà la réponse. Elle n'a aucune base légale pour le faire, avait répondu Dubois avec assurance. Votre fils a été très intelligent. Il s'est marié avec elle sous le régime de la séparation de biens, et tout ce qu'il a acquis l'a été avant le mariage, ou a été maintenu complètement à part. De plus, nous avons les enregistrements. Les enregistrements. C'était l'idée la plus brillante de Julien. Au cours des 6 derniers mois de sa vie, il avait commencé à enregistrer ses conversations avec Chloé à l'aide d'une application sur son téléphone. Pas toutes, seulement celles qu'il savait importantes. Les disputes sur l'argent, les pressions pour changer le testament, les menaces voilées, les manipulations émotionnelles. Quand elle apprendra qu'elle ne recevra rien, m'avait prévenu Dubois, elle deviendra dangereuse. Soyez prête pour cela, Madame Élise. Les gens comme Chloé n'acceptent pas facilement la défaite. Maintenant, en la voyant arpenter ma cuisine comme une folle, calculant mentalement combien d'argent elle pouvait obtenir de la mort de mon fils, je comprenais parfaitement ce que Dubois avait voulu dire. Chloé s'est arrêtée devant le réfrigérateur et a regardé les photos que j'y avais collées. Des photos de Julien enfant, des photos de nous en vacances, de sa remise de diplôme, de son mariage. Sur toutes les photos de famille avant son mariage, il avait l'air sincèrement heureux. Sur les photos suivantes, même s'il souriait, je pouvais voir la tristesse dans ses yeux. « Ces photos », dit-elle soudain, en montrant une image de Julien à 5 ans, m'étreignant dans un parc. « Toutes ces photos devront partir. Je dois entièrement redécorer cette maison. » Mes mains se sont glacées autour de ma tasse de thé. Redécorer. Que voulait-elle dire? Cette maison est très vieille, très démodée, a-t-elle continué comme si elle se parlait à elle-même. Avec la valeur du terrain dans ce quartier, on pourrait en obtenir un bon prix, ou peut-être la rénover complètement et la vendre plus cher. Voilà, la vérité, nue et crue. Il ne s'était même pas écoulé 6 heures depuis l'enterrement de mon fils, et elle prévoyait déjà de vendre ma maison. La maison où Julien avait grandi, où il avait fait ses premiers pas, où nous avions célébré chacun de ses anniversaires, jusqu'au jour de sa mort. « Chloé !» lui ai-je dit d'une voix très douce. « C'est ma maison, ma chérie. » Elle s'est tournée vers moi avec un sourire qui m'a glacé le sang. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et qui montrait toutes ses dents, comme un prédateur sur le point d'attaquer sa proie. « Oh, Élise !» dit-elle avec condescendance. « Évidemment, tu vas vivre avec nous. Enfin, avec moi, maintenant. Tu ne peux pas rester seule à ton âge. Ce ne serait pas prudent. »« Nous ?» De quoi parlait-elle? « Tu vois ?» a-t-elle poursuivi en s'asseyant en face de moi et en reprenant mes mains. « J'ai réfléchi à tout ça pendant que j'étais au bureau. Tu as besoin de soins, j'ai besoin de compagnie. On peut vendre cette maison, utiliser l'argent avec ce que Julien a pu laisser et acheter quelque chose de plus petit, de plus moderne. Un appartement confortable où nous pourrons toutes les deux prendre un nouveau départ. » Les mots de Chloé résonnaient dans ma tête comme un glas funèbre. Un appartement où nous pourrions toutes les deux prendre un nouveau départ. Elle pensait que j'allais vendre ma maison, la maison où j'avais élevé mon fils, pour financer sa nouvelle vie de veuve riche. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai craint qu'elle ne l'entende. Mais j'ai gardé mon expression de vieille femme confuse, clignant lentement des yeux, comme si je traitais ses paroles puis avec difficulté. « Vendre la maison », ai-je répété d'une voix tremblante. « Mais Chloé, ma chérie, cette maison est tout ce que j'ai. C'est ici que sont tous mes souvenirs de Julien. » Elle a soupiré avec une patience exagérée, comme si elle expliquait une évidence à une petite fille.
Oh, Élise, les souvenirs sont là, dit-elle en se touchant la poitrine de manière théâtrale. Pas dans les murs. Et puis, réfléchis-y bien, toi toute seule dans cette grande maison, avec ton arthrite, tes problèmes de tension. Et si tu tombes, et que personne n'est là pour t'aider. Ces paroles étaient chargées d'une fausse préoccupation qui me donnait la nausée. Pendant les 2 ans où ils avaient pas vécu avec moi, elle n'avait jamais montré la moindre inquiétude pour ma santé. Au contraire, elle se plaignait constamment de mes maux de vieille et disait à Julien que c'était un fardeau de m'avoir à la maison. Je me suis souvenue de ce matin où j'avais glissé dans la salle de bain et m'étais blessée au dos. J'étais restée au lit 3 jours, et pendant que Julien travaillait, Chloé ne s'était pas approchée une seule fois pour me demander si j'avais besoin de quelque chose. Quand mon fils rentrait le soir et me trouvait sans avoir mangé de la journée, elle se contentait de hausser les épaules en disant qu'elle pensait que je pouvais m'occuper de moi-même. De plus, a poursuivi Chloé en se levant et en marchant vers la fenêtre, ce quartier n'est plus ce qu'il était. C'est plein de jeunes bruyants. La délinquance a augmenté. Ce n'est pas un endroit pour une femme de ton âge. Mensonge après mensonge. Ce quartier était l'un des plus sûrs de la ville, et elle le savait parfaitement. Mais elle avait besoin de justifications pour me convaincre de vendre, et était prête à inventer n'importe quoi. « Regarde !» dit-elle en revenant s'asseoir face à moi, avec un enthousiasme renouvelé. « J'ai vu de très beaux appartements dans le centre, modernes, avec ascenseur, près de l'hôpital, au cas où tu aurais besoin de soins médicaux. Et avec ce qu'on tirera de cette maison, plus ce que Julien a pu laisser, on pourrait vivre très confortablement. Voilà encore ce que Julien a pu laisser. » Chaque phrase qui sortait de sa bouche tournait autour de l'argent qu'elle espérait hériter. Elle n'avait pas mentionné une seule fois que mon fils lui manquerait, qu'elle l'aimait, que son absence lui faisait mal. Elle ne parlait que de propriété, de vente, de nouveaux appartements. « Je ne sais pas, ma chérie, » lui ai-je dit en me frottant les tempes comme si j'avais mal à la tête. « C'est beaucoup à penser. Je viens d'enterrer mon fils il y a quelques heures. » Son visage s'est durci une fraction de seconde, avant de recomposer son masque d'inquiétude. « Bien sûr, rien ne presse. Mais on ne peut pas non plus laisser les choses en suspens trop longtemps. Les démarches administratives, les banques, tout ça demande une attention immédiate. » Chloé s'est levée et a commencé à se promener dans le salon, touchant des objets comme si elle évaluait leur valeur. Elle s'est arrêtée devant le piano qui avait appartenu à ma mère, a passé les doigts sur sa surface polie, et j'ai pu voir dans ses yeux qu'elle calculait déjà combien il pourrait valoir sur le marché. « Ce piano doit valoir une belle somme, » a-t-elle commenté nonchalamment. « C'est une antiquité, mais les collectionneurs paient bien pour ces choses. » Mes mains se sont crispées en poing sous la table. Ce piano n'était pas une antiquité. C'était l'instrument sur lequel ma mère m'avait appris à jouer quand j'étais enfant, où j'avais enseigné à Julien ses premières notes, où il m'avait composé une petite mélodie pour mon 50e anniversaire. « Et ces meubles aussi, » a-t-elle continué, en désignant la salle à manger en acajou qui avait appartenu à ma grand-mère. « Ils sont démodés, mais quelqu'un les achètera sûrement. Ou on pourrait les donner et obtenir une déduction fiscale. » Chaque mot était comme une gifle. Chloé cataloguait mentalement chaque objet de ma maison, planifiant sa liquidation comme s'il s'agissait d'une vente aux enchères. Cette femme n'avait pas de cœur, pas d'âme, pas la moindre idée de ce que signifiait un foyer, la famille, les souvenirs. À ce moment-là, le téléphone a sonné. C'était Sophie, ma sœur cadette, qui appelait de Lyon pour savoir comment s'étaient passées les funérailles. Pendant que je lui parlais, je pouvais voir du coin de l'œil comment Chloé continuait d'inspecter la maison, prenant des notes mentales de tout ce qu'elle considérait comme ayant de la valeur. « Comment vas-tu, ma sœur ?» m'a demandé Sophie d'une voix inquiète. « Veux-tu que je vienne te tenir compagnie quelques jours ?»« Non, ne t'inquiète pas, » lui ai-je répondu, en gardant une voix calme, bien qu'intérieurement je bouillais de rage. « Chloé reste avec moi. Elle s'occupe très bien de moi. » De là où elle était, Chloé m'a souri et a hoché la tête, comme pour approuver ma réponse. Elle n'avait aucune idée que ma sœur connaissait parfaitement sa vraie personnalité. Lors du mariage de Julien,
Sophie m'avait prise à part et m'avait averti que cette femme ne lui plaisait pas du tout, qu'il y avait quelque chose de faux dans sa façon d'agir. « Cette fille n'aime pas ton fils », m'avait dit Sophie ce soir-là. « Elle s'en sert. Fais très attention, Élise. Les femmes comme elle sont dangereuses. » J'avais défendu Chloé à l'époque, pensant que Sophie était injuste. Quelle aveugle j'avais été, quelle naïve. Après avoir raccroché, Chloé est revenue dans la cuisine avec une expression différente, plus décidée, plus agressive, comme si elle avait pris une décision importante pendant que je parlais. « Élise, il faut qu'on parle sérieusement », m'a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi et en croisant les bras. « Je sais que tu en sais plus que tu ne le dis. » Son ton avait complètement changé. Ce n'était plus la belle fille douce et inquiète. Elle était directe, presque menaçante. Le masque était enfin tombé. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire, ma chérie, » lui ai-je répondu, en maintenant mon jeu d'actrice. « Bien sûr que tu comprends, » a-t-elle répliqué avec impatience. Julien était très organisé, très méticuleux. Il est impossible qu'il soit mort sans laisser d'instructions claires sur ses biens. Et s'il les a laissés à quelqu'un, c'est forcément à toi. Ses yeux brillaient d'une intensité qui m'effrayait. C'était comme si elle pouvait voir à travers ma comédie, comme si elle savait que je feignais l'ignorance. « Chloé, ai-je commencé, mais elle m'a interrompu brusquement. « Ça suffit !» a-t-elle crié en frappant la table avec la paume de sa main. Les tasses de thé ont sursauté et le bruit a résonné dans toute la maison. « Arrête de faire l'idiote, je sais que tu sais où est tout l'argent. » Son vrai visage avait complètement émergé. Il n'y avait plus de douceur, ni de respect, ni même de fausses préoccupations, seulement une cupidité pure et du désespoir. C'était la femme que mon fils avait dû supporter pendant les dernières années de sa vie. La femme qui l'avait fait se sentir misérable et sans valeur. « Écoute, Élise, » me dit-elle en se levant et en marchant vers moi d'un pas lent et délibéré. « On peut faire ça à l'amiable ou par la force, mais j'obtiendrai ce qui me revient. J'étais la femme de Julien. Je me suis occupée de lui pendant sa maladie. J'ai le droit d'hériter de ses biens. » Mensonge après mensonge. Chloé ne s'était pas occupée de Julien pendant sa maladie. C'était moi qui avais été avec lui à l'hôpital pendant les nuits interminables, qui lui avais préparé ses médicaments, qui l'avais encouragé quand la douleur était insupportable. Chloé apparaissait de temps en temps, toujours parfaitement maquillée, se plaignant toujours de la façon dont voir son mari si malade la déprimait. J'ai essayé de parler, mais elle a continué, comme si elle ne m'avait pas entendu. « De plus, » a-t-elle poursuivi avec un sourire cruel, « en y réfléchissant, tu as vraiment besoin de surveillance. Une femme de 70 ans vivant seule, prenant autant de pilules. Il serait si facile que tu te trompes, que tu prennes une mauvaise dose, ou que tu tombes dans les escaliers. Les accidents arrivent tout le temps aux personnes de ton âge. » Le message était clair. Ce n'était pas une suggestion, c'était une menace. Si je ne coopérais pas volontairement, elle trouverait un moyen de m'y forcer, ou de m'éliminer complètement du tableau. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. Une rage si intense que j'avais l'impression que ma poitrine allait exploser. Cette femme venait de menacer ma vie, dans ma propre maison, le jour même des funérailles de mon fils. Mais alors, je me suis souvenu des mots de Julien dans sa lettre. « Le moment venu, tu sauras exactement quoi faire. » Et des mots de Maître Dubois. « Soyez prête, les gens comme Chloé n'acceptent pas facilement la défaite. » Le moment était arrivé. Il était temps de montrer à cette vipère qu'elle avait gravement sous-estimé la vieille femme sans défense qu'elle pensait que j'étais. « Tu as raison, » lui ai-je finalement dit, en me levant lentement de ma chaise. « Les accidents arrivent tout le temps. » Chloé a souri, pensant qu'elle avait gagné, qu'elle m'avait intimidée avec succès. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de signer sa propre condamnation. « Je savais que tu finirais par entendre raison, » m'a-t-elle dit avec satisfaction. « Demain, première heure, nous allons à la banque, puis chez l'avocat. Nous allons régler tout ça rapidement. » J'ai hoché la tête lentement, comme une vieille femme vaincue qui avait accepté son destin. Mais à l'intérieur, je souriais.
Demain allait être une journée très intéressante. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Non pas par peur, mais par anticipation de ce qui allait suivre. Chloé était restée dans la chambre d'amis et je pouvais entendre ses pas inquiets à l'étage, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Elle devait sûrement faire des calculs, planifier sa nouvelle vie financière, s'imaginant dépenser l'argent qu'elle croyait bientôt être le sien. Vers 3 heures du matin, je l'ai entendue descendre à la cuisine. Je suis restée immobile dans mon lit, faisant semblant de dormir, tandis qu'elle fouillait dans les tiroirs avec la furtivité d'une voleuse. Le bruit des papiers remués parvenait jusqu'à ma chambre. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui donner un indice sur les finances de Julien. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais restée éveillée toute la nuit, non par nervosité, mais pour organiser mentalement chaque étape de ce que je ferais le lendemain. Maître Dubois m'avait donné des instructions très précises sur la manière de gérer la situation lorsque ce moment arriverait. À 6 heures du matin, je suis descendue à la cuisine comme si c'était ma routine habituelle. Chloé était assise à table, buvant du café et feignant de lire le journal. Elle avait des cernes profonds et les cheveux en désordre. Il était évident qu'elle n'avait pas dormi non plus. « Bonjour, ma chérie », lui ai-je dit avec ma voix la plus douce. « As-tu bien dormi ?»« Très bien », a-t-elle menti sans lever les yeux du journal. « À quelle heure ouvre la banque ?» Droit au but. Elle ne s'est même pas souciée de me demander comment j'avais dormi ou si j'avais besoin d'aide pour préparer le petit déjeuner. La seule chose qui l'importait était d'arriver à la banque le plus tôt possible. « À 9 heures », lui ai-je répondu en servant 2 tasses de café. « Mais d'abord, je dois passer un appel. » Ses yeux se sont immédiatement levés, alertes comme ceux d'un faucon. « Un appel ?» « Oui, à Maître Dubois, l'avocat de Julien. Il m'a dit qu'avant d'aller à la banque, il devait me parler de certains documents. J'ai pu voir la tension dans ses épaules. L'idée d'impliquer un avocat ne faisait clairement pas partie de ses plans. Elle avait probablement espéré que nous pourrions aller à la banque seuls, où elle pourrait manipuler la situation plus facilement. « Des documents ? Quel genre de documents ?» a-t-elle demandé en essayant de paraître décontractée, mais en échouant lamentablement. « Je ne sais pas exactement. » ai-je menti. « Quelque chose concernant le testament, je crois. » Julien avait mentionné qu'il avait des choses en suspens avec Maître Dubois. Le visage de Chloé est devenu pâle. Le mot « testament » était tombé comme une bombe dans la conversation. Pendant toutes ces recherches désespérées, elle avait probablement espéré qu'il n'existait pas de testament formel, que tout se réglerait selon les lois de l'héritage matrimonial. « Eh bien, » dit-elle finalement, essayant de retrouver son sang-froid, « je suppose qu'il vaut mieux tout régler d'un seul coup. » J'ai composé le numéro de Maître Dubois depuis le téléphone de la cuisine, en m'assurant que Chloé puisse entendre toute la conversation. Dubois et moi avions planifié cet appel la veille au soir. « Maître Dubois. »« Bonjour », ai-je dit quand il a répondu. « C'est Élise. Pourrions-nous nous voir aujourd'hui à votre cabinet ? Chloé veut aller à la banque, mais je pense que nous devrions d'abord examiner ces documents que vous avez mentionnés. »« Bien sûr, Madame Élise », a répondu Dubois de sa voix professionnelle. « En fait, il est préférable que vous veniez ici en premier. Il y a des choses importantes que vous devez savoir toutes les deux avant d'entreprendre toute démarche bancaire. » Chloé s'était approchée si près du téléphone qu'elle respirait pratiquement sur mon épaule. Ses mains tremblèrent légèrement alors qu'elle tenait sa tasse de café. « 10 heures, ça vous convient ?» a demandé Dubois. « Parfait, » ai-je répondu. « Nous y serons. » Quand j'ai raccroché, Chloé me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. C'était un mélange d'anxiété, d'attente et de quelque chose qui ressemblait à de la suspicion. « Quel genre de document penses-tu que ce soit ?» m'a-t-elle demandé en essayant de paraître insouciante. « Je n'en ai aucune idée, ma chérie, » lui ai-je répondu, feignant la même ignorance que j'avais maintenue depuis le début. « Tu sais que je n'ai jamais rien compris à ces affaires juridiques. » Mais à l'intérieur, je souriais. Je savais exactement quels documents nous allions examiner. Le testament complet de Julien, les titres de propriété du domaine et des appartements, les relevés de comptes bancaires, et surtout
les enregistrements qu'il avait faits au cours des derniers mois. Le trajet jusqu'au cabinet de Maître Dubois fut tendu et silencieux. Chloé conduisait ma voiture avec des mouvements brusques, freinant et accélérant de manière erratique. Ses jointures étaient blanches, à force de serrer le volant, et je pouvais voir des gouttes de sueur sur son front, malgré la climatisation. Le cabinet de Dubois était situé dans un immeuble élégant du centre-ville. À notre arrivée, sa secrétaire nous a immédiatement fait entrer dans son bureau, où il nous attendait avec une pile de documents parfaitement organisés sur son bureau. Maître Dubois était un homme de 60 ans, aux cheveux grisonnants et à la présence imposante. Il était un ami de ma famille depuis des décennies et connaissait Julien depuis l'adolescence. Il connaissait aussi très bien Chloé, et bien qu'il ait toujours été courtois avec elle, je savais qu'il n'avait pas une bonne opinion de son caractère. « Mesdames !» nous a-t-il salué formellement. « Veuillez vous asseoir. Nous avons plusieurs points importants à aborder. » Chloé s'est assise sur le bord de sa chaise, le dos raide et les mains jointes sur ses genoux. Je me suis installée plus confortablement, car je savais que tout ce qui allait suivre était exactement ce que Julien avait prévu. Avant toute chose, a commencé Dubois, je tiens à vous présenter mes plus sincères condoléances pour la perte de Julien. C'était un homme exceptionnel, et sa disparition est une grande perte pour tous ceux qu'il connaissait. Chloé a hoché la tête machinalement, mais je pouvais voir qu'elle était impatiente d'en venir aux aspects financiers de la réunion. Les condoléances posées les hommages ne l'intéressaient pas pas. Elle voulait juste savoir combien d'argent elle allait recevoir. Maintenant, a poursuivi Dubois en ouvrant un épais dossier, nous allons examiner le testament de Julien. Il a été très précis dans ses dernières volontés et voulait s'assurer que tout soit parfaitement clair. Chloé s'est penchée en avant, et je pouvais voir qu'elle retenait son souffle. C'était le moment qu'elle attendait depuis les funérailles. Le moment où elle découvrirait la valeur exacte de la mort de son mari. Maître Dubois a commencé à lire d'une voix claire et professionnelle. « Moi, Julien Dubois, en pleine possession de mes facultés mentales et sans aucune contrainte, déclare que mes dernières volontés et mon testament sont les suivants. » L'introduction légale semblait interminable pour Chloé, qui s'agitait sur sa chaise. Mais je savais que chaque mot avait été soigneusement choisi par Julien pour protéger ses véritables intentions. À mon épouse, Chloé Martin, a lu Dubois, et j'ai vu comment elle s'est complètement redressée. Je lègue la somme de 5 000 € en espèces, déposée sur le compte numéro. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Chloé a cligné des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas bien compris ce qu'elle venait d'entendre. « 5 000 €? a-t-elle répété d'une voix à peine audible. « Seulement 5 000 €? » Dubois a hoché la tête sérieusement. « C'est le montant spécifié dans le testament. » « Oui. » Le visage de Chloé a commencé à changer de couleur, passant du blanc au rouge, intense. Ses mains se sont crispées en poings, et je pouvais voir les veines de son cou se gonfler de colère. « C'est impossible, » a-t-elle dit entre ses dents. « Il doit y avoir une erreur. Je suis sa femme. J'ai droit à la moitié de tout ce qu'il possédait. » Maître Dubois l'a regardée avec une expression professionnelle, mais ferme. « Je crains que non, madame. Votre mariage a été célébré sous le régime de la séparation de biens, à votre demande expresse à l'époque. De plus, tous les biens que Julien possédait ont été acquis avant le mariage ou maintenus entièrement séparés du patrimoine conjugal. Je me suis souvenu parfaitement de cette conversation sur le régime matrimonial. C'était l'idée de Chloé d'insister sur la séparation de biens, car à l'époque, elle avait des dettes considérables qu'elle ne voulait pas voir affecter Julien. Quelle ironie que cette même décision se retourne maintenant contre elle. « Mais il doit y avoir plus !» a insisté Chloé, la voix de plus en plus désespérée. « La maison, les appartements, les comptes en banque, à qui les a-t-il laissés ?» Maître Dubois m'a regardée et j'ai hoché la tête presque imperceptiblement. C'était l'heure de la révélation complète. « Le reste de l'héritage, » a poursuivi Dubois, y compris le domaine familial, 3 appartements dans le centre de Paris, 2 comptes en banque totalisant environ 300 000 € et tous les investissements restants sont entièrement légués à sa mère, Madame Élise Dubois.
Le silence qui a suivi fut si profond qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale du bureau. Chloé m'a regardée comme si une deuxième tête m'avait poussée, les yeux si grands ouverts qu'ils semblaient sur le point de sortir de leurs orbites. « Quoi ?» a-t-elle finalement murmuré. « Tout pour elle ?» L'expression sur le visage de Chloé était quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était comme si elle avait vu un fantôme, comme si le monde entier s'était renversé en quelques secondes. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson hors de l'eau, incapable d'articuler un mot. « Tout !» a confirmé Maître Dubois d'une voix ferme. « Madame Élise est l'unique héritière universelle de tous les biens de Julien, à l'exception des 5 000 € qui vous reviennent. Madame Chloé. » Chloé s'est levée de sa chaise si brusquement qu'elle l'a fait tomber en arrière. Le bruit a résonné dans tout le bureau, mais elle ne s'en est même pas rendue compte. Elle était entièrement concentrée sur le traitement de l'information qu'elle venait de recevoir. « Ce n'est pas possible, c'est illégal !» a-t-elle crié d'une voix de plus en plus aiguë. « Je suis sa femme. J'ai été mariée avec lui pendant 5 ans, 5 ans de ma vie. » Maître Dubois a gardé son sang-froid professionnel, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il avait anticipé cette réaction. « Madame, je vous assure que tout est parfaitement légal. Votre mari avait le droit absolu de disposer de ses biens comme il le jugeait bon, surtout sous le régime de la séparation de biens sous lequel vous vous êtes mariés. Mais il était malade !» a continué à crier Chloé, commençant à faire les 100 pas dans le bureau comme une folle. « Il était sous médicaments. Il n'avait pas toute sa tête quand il a fait ça. »« Je crains de devoir vous contredire, » a répondu Dubois calmement, en ouvrant un autre dossier. « J'ai ici les rapports médicaux complets de Julien pour les 6 derniers mois de sa vie. À aucun moment les médecins n'ont signalé une quelconque altération de ses capacités mentales. En fait, j'ai spécifiquement demandé des évaluations psychologiques pour m'assurer qu'il était pleinement compétent au moment de la rédaction de son testament. » Le visage de Chloé est devenu rouge comme une tomate. Ses mains tremblaient de rage, et je pouvais voir qu'elle luttait pour ne pas exploser complètement. « Que de plus ?» a poursuivi Dubois. « Julien m'a spécifiquement demandé d'enregistrer en vidéo la signature de son testament. Il voulait s'assurer qu'il n'y ait aucun doute sur son état mental ou la validité de ses décisions. » Chloé s'est tournée vers moi avec un regard plein de venin. « Toi !» m'a-t-elle pointé du doigt accusateur. « Tu savais tout depuis le début. C'est pour ça que tu faisais l'idiote. Tu me mentais. » Je suis restée assise tranquillement, les mains sur mes genoux, la regardant avec la même expression calme que j'avais maintenue depuis le début. « Je ne t'ai pas menti, Chloé. Je ne t'ai simplement pas dit quelque chose qui ne te regardait pas. »« Bien sûr que ça me regardait !» a-t-elle crié en s'approchant si près de ma chaise que je pouvais sentir son haleine aigre. J'étais sa femme. J'avais le droit de savoir. Tu avais le droit de savoir ce qu'il jugeait approprié de te dire. Ai-je répondu d'une voix ferme, mais sereine. Et apparemment, il a jugé que tu ne devais rien savoir de tout ça. Les mots sont tombés sur elle comme des seaux d'eau froide. Pour la première fois depuis le début de sa crise, elle est restée complètement silencieuse. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle était en train de comprendre toute l'implication de ce qu'elle venait d'entendre. Son propre mari ne lui avait pas fait assez confiance pour lui parler de son héritage. Son propre mari avait préféré la maintenir dans l'ignorance totale de ses finances. Son propre mari avait choisi de ne lui donner que 5 000 €, tout en laissant une fortune entière à sa mère. Mais je me suis occupée de lui pendant sa maladie, a-t-elle balbutié, la voix de plus en plus faible. J'étais là pour lui. C'était incroyable de voir comment elle pouvait se mentir à elle-même si effrontément. C'était moi qui avais été avec Julien pendant ces nuits de douleur, qui avait dormi sur une chaise à côté de son lit d'hôpital, qui lui avait tenu la main quand les médecins donnaient des nouvelles décourageantes. « Tu t'es occupée de lui ?» lui ai-je demandé. Et pour la première fois depuis le début de cette mascarade, j'ai laissé une pointe de dureté percer dans ma voix. « Combien de nuits as-tu passé à l'hôpital avec lui, Chloé ?» Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. « Combien de fois lui as-tu préparé ses médicaments ?» ai-je continué. « Combien de fois as-tu annulé tes plans pour être avec lui quand il se sentait mal ?»« Je travaillais. »
a-t-elle murmuré faiblement. J'avais des responsabilités. Bien sûr, ai-je répondu. Et il le savait. C'est pourquoi il a pris les décisions qu'il a prises. Maître Dubois est intervenu avant que la conversation ne devienne plus tendue. Madame Chloé, je comprends que ce soit une surprise pour vous. Mais je vous assure que tout est en ordre sur le plan légal. Si vous souhaitez contester le testament, vous êtes dans votre droit. Mais je dois vous avertir qu'il sera très difficile d'obtenir gain de cause. « Bien sûr que je vais le contester !» a crié Chloé, retrouvant une partie de son énergie. « C'est ridicule. C'est de la manipulation. Elle l'a sûrement convaincu de faire ça. Je crains d'avoir également des preuves qui contredisent cette théorie, » a dit Dubois en ouvrant un autre dossier plus épais. Julien m'a fourni des enregistrements audio de multiples conversations qui documentent clairement ses raisons pour prendre ses décisions. Le visage de Chloé est devenu cendré. « Des enregistrements ? » ?»« Oui, » a confirmé Dubois. « Des conversations où sont discutés des sujets financiers, des pressions pour modifier des testaments antérieurs et diverses discussions sur la gestion des biens familiaux. » Je pouvais voir comment Chloé commençait à se souvenir de conversations spécifiques. Son esprit s'emballait, essayant de se rappeler exactement ce qu'elle avait dit et quand. La paranoïa s'emparait d'elle. « C'est illégal », a-t-elle bégayé. « On ne peut pas enregistrer quelqu'un sans son consentement. »« En réalité, si », a répondu Dubois. « La loi française n'exige que le consentement d'une des parties impliquées dans la conversation. Julien avait le droit légal d'enregistrer ses propres conversations. » Chloé s'est laissée tomber sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de la situation. Non seulement elle avait perdu l'héritage qu'elle espérait, mais il existait des preuves documentées de son comportement pendant le mariage. « Puis-je écouter ces enregistrements ?» a-t-elle demandé d'une voix à peine audible. Dubois m'a regardée et j'ai hoché la tête. Le moment était venu pour Chloé d'entendre exactement ce que son défunt mari pensait d'elle. Maître Dubois a branché un petit lecteur audio et a appuyé sur play. La voix de Julien a rempli le bureau, claire, reconnaissable, bien que plus faible que dans mes souvenirs de ses jours de santé. « Maître Dubois, je dois vous expliquer ma situation en détail. Chloé me presse depuis des mois pour que je change mon testament. Elle me dit constamment que ce n'est pas juste que ma mère hérite du domaine familial, qu'en tant que mon épouse, elle a plus de droits sur ses propriétés. » La voix a fait une pause, puis a continué. « Hier soir, elle m'a dit textuellement que quand je mourrais, la première chose qu'elle ferait serait de vendre le domaine pour acheter un appartement à Miami. Elle a dit qu'elle ne comptait pas gâcher son veuvage à s'occuper de vieilles propriétés en France. » Chloé était devenue complètement blême. C'étaient ses mots exacts, et maintenant elle entendait son mari mourant les répéter à un avocat. L'enregistrement a continué. « Je suis aussi inquiet de la façon dont elle traite ma mère. Hier, je l'ai entendu dire à une amie au téléphone que quand je mourrais, elle enverrait ma mère dans une maison de retraite parce qu'elle ne comptait pas s'encombrer d'une vieille femme pour le reste de sa vie. » Mes yeux se sont remplis de larmes. Non pas de tristesse, mais de soulagement. Mon fils avait su exactement quel genre de femme était Chloé et avait pris des mesures pour me protéger. « Pour toutes ces raisons, » a conclu la voix de Julien dans l'enregistrement, « j'ai décidé de ne laisser à Chloé qu'un montant symbolique et de m'assurer que ma mère soit protégée financièrement pour le reste de ses jours. » Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence dans le bureau était assourdissant. Chloé avait la tête entre les mains et ses épaules tremblaient. Je ne savais pas si c'était de rage, de honte ou d'un mélange des deux. « Il y a d'autres enregistrements, » a ajouté Dubois doucement. « Mais je pense que celui-ci suffit pour comprendre les raisons derrière les décisions de Julien. » Chloé a relevé la tête lentement. Ses yeux étaient chaud rouges, mais pas de tristesse. C'était de la pure rage que je voyais en eux. « Ça ne va pas en rester là, » m'a-t-elle dit d'une voix venimeuse. « Je vais me battre pour ce qui me revient. Je vais prendre des avocats. Je vais contester chaque document, chaque enregistrement, chaque décision. » Elle s'est levée brusquement et s'est dirigée vers la porte. Mais avant de sortir,
Elle s'est retournée vers moi, une dernière fois. « Et toi ?» m'a-t-elle pointé du doigt. « Tu vas regretter de m'avoir trompé. Personne ne se moque de moi et s'en sort indemne. » La porte s'est refermée derrière elle, avec un claquement qui a fait trembler les fenêtres. Maître Dubois et moi sommes restés silencieux quelques instants, digérant ce qui venait de se passer. « Êtes-vous inquiète ?» m'a demandé Dubois. J'ai finalement souri pour la première fois depuis des jours. « Pas du tout. En fait, je crois que le plus intéressant ne fait que commencer. » Les 3 jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. Chloé avait complètement disparu après la réunion avec Maître Dubois, emportant toutes ses affaires de ma maison pendant que j'étais au marché. Elle ne m'a pas laissé de mots, n'a pas dit au revoir. S'est simplement volatilisée comme si elle n'avait jamais existé. Au début, j'ai ressenti une paix étrange. Pour la première fois depuis des années, ma maison me semblait à nouveau être mon foyer. Il n'y avait pas de talons résonnant agressivement sur le sol. Pas de soupirs dramatiques chaque fois que je parlais. Pas cette tension constante dans l'air que Chloé emportait partout avec elle. Mais Maître Dubois m'avait prévenu que ce n'était que le calme avant la tempête. Les gens comme elle n'abandonnent pas facilement, m'avait-il dit. Elle va se regrouper et revenir avec une stratégie différente. Il avait raison. Le 4e jour, j'ai reçu un appel qui a tout changé. « Madame Élise Dubois ?» a demandé une voix masculine formelle, à l'autre bout du fil. « Oui, c'est moi », ai-je répondu, bien que quelque chose dans le ton de la voix m'ait immédiatement mise en alerte. « Je m'appelle Maître Lambert. Je suis avocat. Je représente Madame Chloé Martin dans une affaire concernant la succession de votre fils, Julien Dubois. » Mon cœur s'est accéléré, mais j'ai gardé une voix calme. « Et que puis-je faire pour vous, maître ? » « Madame, ma cliente m'a informé qu'il existe de graves irrégularités dans le testament de votre fils. Nous avons décidé de procéder à une contestation formelle, alléguant une influence indue, une contrainte et une possible altération mentale du testateur. » Les mots m'ont frappé comme des gifles. Chloé allait vraiment mettre sa menace à exécution. Elle avait trouvé un avocat et était prête à se battre. « Maître, » ai-je répondu en essayant de garder ma voix ferme, « je vous suggère de parler à Maître Dubois. Il détient toute la documentation légale qui prouve que le testament de mon fils est parfaitement valide. Nous avons déjà examiné la documentation de Maître Dubois. » A répliqué Lambert d'un ton condescendant. « Et franchement, nous y trouvons plusieurs points contestables. Les enregistrements audio, par exemple, pourraient avoir été manipulés ou sortis de leur contexte. »« Sortis de leur contexte ?» ai-je répété, sentant la colère monter en moi. « De plus, » a poursuivi l'avocat, « ma cliente m'a informé que vous avez exercé une influence considérable sur votre fils durant ces derniers mois. Un homme malade, déprimé, sous médicaments puissants, aurait pu être facilement manipulé par une figure maternelle dominante. Figure maternelle dominante. Moi, la femme qui, pendant 5 ans, avait laissé sa belle-fille la traiter comme une servante dans sa propre maison. La femme qui avait gardé le silence en voyant son fils souffrir dans un mariage toxique. La femme qui ne s'était jamais ingérée dans les décisions de son fils adulte. Maître Lambert, lui ai-je dit. Et cette fois, je n'ai pas pris la peine de cacher la dureté dans ma voix. Je vous suggère de vérifier très soigneusement les faits avant de porter des accusations aussi graves. Madame, ma cliente m'a également informé que vous l'avez menacée durant les jours qui ont suivi les funérailles, que vous lui avez dit textuellement qu'elle regretterait d'avoir sous-estimé la vieille femme sans défense. Mon sang s'est glacé. Ces mots n'étaient jamais sortis de ma bouche. Chloé inventait des conversations entières, créant un récit où j'étais la méchante et elle, la victime innocente. C'est complètement faux, ai-je répondu fermement. Nous avons aussi des témoignages selon lesquels vous avez empêché ma cliente d'accéder à des documents importants pendant les jours des funérailles, la maintenant délibérément dans l'ignorance des finances de son mari. Encore des mensonges. Chloé avait construit une version complètement déformée des événements, me dépeignant comme une manipulatrice calculatrice qui avait profité de la maladie de son fils pour voler l'héritage à sa pauvre belle-fille. « Maître,
Je crois que cette conversation est terminée, ai-je dit. Toute communication ultérieure doit se faire par l'intermédiaire de mon avocat, maître Dubois. Bien sûr, a répondu Lambert avec un ton qui semblait presque triomphant. Mais avant de raccrocher, je tiens à vous informer que nous étudions également la possibilité de déposer une plainte pénale pour fraude et abus de faiblesse. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Une plainte pénale. Chloé ne voulait pas seulement contester le testament, elle voulait aussi m'envoyer en prison. J'ai immédiatement appelé maître Dubois, qui m'a demandé de venir à son cabinet sur le champ. Quand je suis arrivée, il avait déjà reçu les documents officiels de la contestation. « C'est pire que ce que je pensais », m'a-t-il dit en examinant les papiers, avec une expression sérieuse. Non seulement ils contestent le testament, mais ils allèguent également que vous avez commis un abus de faiblesse sur votre propre fils. « Abus de faiblesse ?» ai-je répété, incrédule. « Comment peuvent-ils prétendre cela ?» Ils disent que vous avez exercé un contrôle financier indu sur Julien, que vous l'avez isolé de son épouse et que vous avez profité de son état mental dégradé pour le manipuler. C'était surréaliste. La femme qui avait passé les 5 dernières années à être invisible dans sa propre famille était maintenant accusée d'être une manipulatrice dominante et abusive. Maître Dubois, c'est ridicule. Vous connaissez la vérité. Moi, oui, mais un juge ne nous connaît pas. Et Chloé a construit un récit très convaincant, surtout parce qu'elle correspond parfaitement au rôle de la jeune veuve désemparée, tandis que vous... Il n'a pas terminé sa phrase, mais j'ai parfaitement compris. Je correspondais au stéréotype de la belle-mère contrôlante qui ne supporte pas de perdre son influence sur son fils adulte. « Quelles sont nos options ?» lui ai-je demandé. « Bonne nouvelle et mauvaise nouvelle », a répondu Dubois. « La mauvaise nouvelle, c'est que ce sera une bataille longue et coûteuse. La bonne nouvelle, c'est que Julien a été incroyablement méticuleux. Nous n'avons pas seulement les enregistrements audio, mais aussi des preuves documentaires de toutes ses décisions financières. Maître Dubois a ouvert un autre dossier que je n'avais pas vu auparavant. Il s'avère que votre fils tenait un journal détaillé au cours des 6 derniers mois de sa vie. Il écrivait sur ses conversations avec Chloé, sur ses inquiétudes pour l'avenir, sur les raisons de chaque décision testamentaire. Mes yeux se sont remplis de larmes. Même malade et mourant, mon fils avait pensé à me protéger. « Mais il y a autre chose, » a poursuivi Dubois. « Et c'est ce qui va vraiment changer la donne. » Il a sorti une enveloppe scellée avec le cachet officiel d'une banque. Julien a ouvert un compte spécial 3 mois avant de mourir. Un compte qui nécessitait 2 signatures pour toute transaction. La sienne et la mienne, en tant que son représentant légal. Pourquoi ? Pour documenter chaque centime que Chloé dépensait pendant sa maladie. Il s'avère qu'elle avait accès à une carte de crédit liée à l'un des comptes de Julien, et il voulait documenter exactement comment elle dépensait l'argent. Maître Dubois m'a montré les relevés de compte. Au cours des 3 derniers mois de la vie de Julien, alors qu'il luttait contre le cancer, Chloé avait dépensé plus de 20 000 € en vêtements, soins, en spa, dîners dans des restaurants chers, et week-end entre amis. « Regardez cette date !» m'a-t-il montré. Ce débit de 2 500 € date du jour où Julien a eu sa pire crise à l'hôpital. Pendant que vous étiez avec lui toute la nuit, elle était dans un spa de luxe. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là fut si intense que j'ai craint de m'évanouir. Pendant que mon fils agonisait, pendant que je dormais sur des chaises inconfortables à l'hôpital et mangeais au distributeur automatique, sa femme se faisait faire des massages et des soins du visage avec son argent. « Il y a plus », a poursuivi Dubois. « Nous avons aussi des relevés d'appels téléphoniques. Il s'avère que Chloé était en contact avec un agent immobilier pendant les 2 dernières semaines de la vie de Julien, se renseignant sur la valeur marchande des propriétés dans la région. Elle prévoyait de vendre avant même qu'il ne meure. Ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Dubois. Exactement. Et nous avons aussi les enregistrements de ces appels,
car Julien avait mis son téléphone sous surveillance légale quand il a commencé à soupçonner ses intentions. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai senti que nous avions une réelle chance de gagner. Julien n'avait pas seulement prédit le comportement de Chloé, il avait méticuleusement documenté chaque aspect de sa cupidité et de ses manipulations. « Quand a lieu la première audience ?» ai-je demandé. « Dans 2 semaines, » a répondu Dubois. « Mais avant cela, je vais déposer une requête en irrecevabilité, en me basant sur toutes ces preuves. Si le juge est raisonnable, cela pourrait se terminer avant même de commencer. » Je suis sortie du cabinet de Maître Dubois, en me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Chloé avait gravement sous-estimé mon fils et moi. Elle pensait pouvoir m'intimider avec des menaces légales et de fausses accusations. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon fils avait eu 10 coups d'avance sur elle et que j'avais 70 ans d'expérience dans la gestion des personnes difficiles. Cette guerre était loin d'être terminée. Mais pour la première fois, je savais que nous allions la gagner. La bataille juridique qui a suivi fut plus intense que je ne l'avais jamais imaginé. Pendant les 3 semaines suivantes, ma vie est devenue une succession constante d'appels d'avocats, de rendez-vous dans des cabinets et de nuits blanches à examiner des documents que Maître Dubois avait besoin que je vérifie. Chloé avait engagé non seulement Maître Lambert, mais toute une équipe d'avocats spécialisés dans les affaires de succession. Apparemment, elle avait trouvé un financement quelque part, car ses avocats n'étaient pas bon marché. Maître Dubois soupçonnait qu'elle avait contracté un prêt en anticipant de gagner le procès, ce qui la rendait encore plus désespérée et dangereuse. La première audience fut une expérience surréaliste. Entrer dans cette salle d'audience et voir Chloé assise à côté de ses avocats, vêtue entièrement de noir comme si elle était la parfaite veuve affligée, m'a retourné l'estomac. Elle avait les cheveux relevés en un chignon élégant, un maquillage subtil qui la faisait paraître vulnérable et un collier de perles qui lui donnait un air de dignité bafouée. Quand elle m'a vue entrer, elle m'a lancé un regard plein de venin qui m'a glacé le sang. Mais j'ai gardé la tête haute. J'ai marché jusqu'à ma place à côté de Maître Dubois et l'ai regardé droit dans les yeux, sans ciller. Le juge était un homme âgé, d'environ 60 ans, aux cheveux entièrement blancs et à l'expression sérieuse. Maître Dubois m'avait prévenu que ce juge était réputé pour être très méticuleux dans les affaires de succession, surtout lorsqu'elles impliquaient des accusations de manipulation de personnes âgées. Maître Lambert a commencé sa plaidoirie en me dépeignant comme une belle-mère manipulatrice et contrôlante. Selon sa version, j'avais profité de la maladie de mon fils pour l'isoler de sa femme et le convaincre de changer son testament en ma faveur. « Votre honneur », disait Lambert d'une voix dramatique. « Nous sommes face à un cas classique d'abus financier sur personne vulnérable. Madame Dubois a profité de la condition de son fils malade pour le manipuler et le dépouiller de ses biens, laissant sa veuve légitime pratiquement à la rue. C'était incroyable d'entendre comment il déformait chaque fait. Selon lui, ma présence constante à l'hôpital pendant la maladie de Julien n'était pas de l'amour maternel, mais un contrôle manipulateur. Mes années de silence face au mauvais traitement de Chloé n'étaient pas de la patience, mais une planification calculée. Quand ce fut le tour de Maître Dubois, il se leva calmement et commença à présenter les preuves réelles. Il a d'abord montré les documents bancaires, prouvant les dépenses excessives de Chloé pendant la maladie de Julien. « Votre honneur », a dit Dubois. Pendant que M. Dubois luttait contre le cancer, son épouse a dépensé plus de 20 000 € en soins spa, vêtements de luxe et voyages d'agrément. Ces dépenses sont documentées et datées, montrant un schéma de comportement qui contredit complètement l'image d'épouse dévouée que la partie demanderesse veut présenter. Je pouvais voir le visage de Chloé devenir rouge quand Dubois a montré les reçus, un par un. Un soin du visage à 500 € le jour où Julien avait eu une crise respiratoire. Un week-end dans un complexe de luxe à 1 200 € pendant qu'il était en soins intensifs. Mais ce qui a vraiment changé l'atmosphère dans la salle, c'est quand Dubois a diffusé les enregistrements audio. La voix claire de Julien a rempli le tribunal, expliquant en détail les pressions qu'il avait reçues de Chloé
pour changer son testament. Elle m'a dit hier soir que quand je mourrais, la première chose qu'elle ferait serait de vendre le domaine familial. A-t-on entendu la voix de mon fils? Elle a dit qu'elle ne comptait pas gâcher son veuvage à s'occuper de vieilles propriétés en France. Le silence dans la salle était assourdissant. Même le juge avait cessé de prendre des notes et écoutait avec une attention totale. Mais la révélation la plus dévastatrice est venue quand Dubois a présenté le journal que Julien avait tenu pendant ces derniers mois. Il a lu plusieurs passages à haute voix, et chaque mot était comme un poignard dans le cœur de la défense de Chloé. 15 mars. Chloé m'a encore interrogée sur mon testament. Je lui ai dit que tout est déjà réglé, mais elle insiste sur le fait qu'en tant que mon épouse, elle devrait tout hériter. Elle ne comprend pas que le domaine est un patrimoine familial, qu'il doit rester dans la famille Dubois. 22 mars. J'ai trouvé Chloé au téléphone avec un agent immobilier, se renseignant sur les prix de l'immobilier dans la région. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a dit qu'elle était juste curieuse, mais je pense qu'elle prépare quelque chose. 3 avril. Chloé a dit à ma mère qu'après ma mort, elle se chargerait d'organiser les choses. Le ton qu'elle a utilisé m'inquiète. Je pense que ma mère n'est pas en sécurité avec elle. Chaque entrée du journal peignait un tableau plus clair des véritables intentions de Chloé et des inquiétudes croissantes de Julien concernant son comportement. Maître Lambert a tenté de s'opposer, alléguant que les enregistrements auraient pu être manipulés et que le journal aurait pu être écrit sous l'influence de médicaments. Mais Dubois avait réponse à tout. « Votre honneur, nous avons des analyses forensiques des enregistrements qui confirment leur authenticité. Nous avons également des rapports médicaux qui montrent que M. Dubois était pleinement compétent mentalement jusqu'à quelques jours avant sa mort. Mais le coup de grâce est venu quand Dubois a appelé son premier témoin, le docteur Antoine Salinas, l'oncologue qui avait traité Julien pendant ces derniers 20 mois. Le docteur Salinas était un homme respecté dans la communauté médicale avec plus de 30 ans d'expérience. Son témoignage fut dévastateur pour le cas de Chloé. Monsieur Dubois était parfaitement lucide jusqu'à la fin, a témoigné le médecin. Ses médicaments contre la douleur n'affectaient pas sa capacité à prendre des décisions. En fait, il m'a fait part à plusieurs reprises de ses préoccupations concernant le bien-être futur de sa mère. Le patient a-t-il déjà mentionné des pressions liées à ses décisions financières ? A demandé Dubois. Oui, a répondu le médecin. Une fois, il m'a dit qu'il se sentait pressé par sa femme de faire des changements dans son testament qu'il ne jugeait pas appropriés. Il m'a demandé de documenter dans son dossier médical qu'il était mentalement compétent parce qu'il craignait que quelqu'un puisse contester ses décisions après sa mort. L'expression sur le visage de Chloé était celle d'une panique absolue. Son récit soigneusement construit s'effondrait pièce par pièce. Lambert a tenté de contre-attaquer en appelant des témoins qui parleraient de mon prétendu comportement dominant. Mais les seuls qu'il a pu trouver étaient là quelques voisines, qui me connaissaient à peine, et qui ont seulement pu dire que je semblais très attachée à mon fils. Le moment le plus dramatique est arrivé quand Dubois m'a appelé à la barre. J'ai marché jusqu'au pupitre des témoins, les jambes tremblantes, mais déterminée à dire la vérité. Dubois m'a guidée à travers mon témoignage, m'interrogeant sur ma relation avec Julien, sur mon expérience de vie avec Chloé, sur les conversations que j'avais eues avec mon fils pendant sa maladie. J'ai parlé des nuits que j'ai passées à l'hôpital, de la façon dont Chloé disparaissait quand Julien se sentait plus mal, des conversations où mon fils m'exprimait ses inquiétudes pour l'avenir. « Madame Dubois » m'a demandé maître Dubois. « Avez-vous déjà fait pression sur votre fils pour qu'il change son testament en votre faveur ?»« Jamais » ai-je répondu d'une voix ferme. Je ne savais même pas qu'il m'avait laissé quoi que ce soit avant la fin des funérailles. « Et pourquoi pensez-vous que votre fils a pris les décisions qu'il a prises ?» J'ai pris un moment pour regarder directement Chloé avant de répondre. Parce qu'il connaissait le cœur des gens. Il savait qu'il aimait pour ce qu'il était et qu'il le voyait comme une opportunité financière. Lambert a tenté d'attaquer mon témoignage pendant le contre-interrogatoire, mais chaque question qu'il posait ne faisait que renforcer les preuves que Dubois avait présentées. « N'est-il pas vrai, Madame Dubois,
que vous vous êtes toujours opposé au mariage de votre fils avec ma cliente. Non, ai-je répondu honnêtement. Au début, je pensais que Chloé était une bonne femme. J'ai seulement changé d'avis quand j'ai vu comment elle le traitait. Et n'est-il pas vrai que vous avez influencé votre fils pour qu'il maintienne ses finances séparées de celles de sa femme? Non, c'était la décision de Chloé avant le mariage. Chaque question de Lambert me donnait l'occasion d'exposer davantage de vérité sur le comportement de Chloé pendant le mariage. Quand mon témoignage s'est terminé, j'ai pu voir dans les yeux du juge que la vérité était devenue claire. Chloé avait perdu, et elle le savait. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était ce qui allait se passer ensuite. En sortant du tribunal, Chloé m'attendait sur le parking. Le regard dans ses yeux m'a fait comprendre que cette guerre était loin d'être terminée. « Ce n'est pas fini, vieille sorcière », m'a-t-elle chuchoté en passant à côté de moi. « Si je ne peux pas gagner légalement, je trouverai un autre moyen. » Ces mots m'ont envoyé un frisson dans le dos. Maître Dubois avait raison. Les gens comme Chloé n'acceptent pas facilement la défaite. Les menaces de Chloé sur le parking du tribunal n'étaient pas que des mots en l'air. Durant les 2 semaines suivantes, ma vie est devenue un cauchemar de harcèlement constant. Tout a commencé par des appels téléphoniques au milieu de la nuit. Le téléphone sonnait à 2, 3, 4 heures du matin. Et quand je répondais, je n'entendais qu'une respiration lourde avant que l'on ne raccroche. Au début, j'ai pensé que c'était un des erreurs. Mais quand des lettres anonymes ont commencé à arriver dans ma boîte aux lettres, j'ai su que Chloé avait décidé de me livrer une guerre psychologique. Les lettres étaient cruelles et détaillées. Elle m'accusait d'être une mère manipulatrice qui avait détruit le mariage de son fils. Elle disait que j'étais une vieille femme pathétique qui s'accrochait à son fils mort parce qu'elle n'avait pas de vie propre. Certaines contenaient pas même des menaces voilées sur des accidents qui pourraient arriver aux femmes âgées, vivant seules. Maître Dubois m'a conseillé de tout documenter et d'envisager d'installer un système de sécurité chez moi. « Les gens désespérés font des choses désespérées », m'avait-il prévenu. Et Chloé est définitivement désespérée. Il avait raison. Une nuit, vers 23 heures, j'ai entendu des bruits étranges dans mon jardin. Quand j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu une silhouette se déplacer entre les buissons. J'ai immédiatement appelé la police. Mais le temps qu'ils arrivent, la personne s'était déjà enfuie. Cependant, le lendemain matin, j'ai trouvé des preuves que quelqu'un avait rôdé. Les pots de fleurs de mon jardin étaient déplacés. La terre autour des fenêtres était piétinée. Et la porte de l'abri où je rangeais mes outils de jardinage était légèrement entr'ouverte. Le plus troublant fut lorsque j'ai trouvé une vieille photo de Julien par terre dans le jardin. C'était une photo de lui, à 10 ans, une que j'avais encadrée dans mon salon. Quelqu'un était entré chez moi, avait volé cette photo et l'avait laissée dans le jardin comme un message. Le message était clair. « Je peux entrer chez toi quand je veux. » L'après-midi même, j'ai fait installer un système de sécurité complet. Caméra, alarme, détecteur de mouvement. L'entreprise de sécurité m'a assuré que ma maison serait entièrement protégée. Mais le mal psychologique était déjà fait. Je ne me sentais plus en sécurité dans mon propre foyer. Mais ce qui m'a vraiment brisée, ce ne sont pas les appels nocturnes ou les lettres cruelles. C'est ce que Chloé a fait à la tombe de Julien. Un matin, je suis allée au cimetière, comme chaque mardi, pour changer les fleurs et nettoyer la stèle. En arrivant, j'ai découvert une scène qui m'a coupé le souffle. Quelqu'un avait complètement vandalisé la tombe de mon fils. Les fleurs que j'avais déposées la semaine précédente étaient arrachées et éparpillées sur le sol. La pierre tombale était couverte de graffitis écrits au marqueur permanent « Sigis un fils manipulé par sa mère ». Les petites décorations que j'avais placées avec tant d'amour étaient si brisées et jetées. Mais le plus douloureux était une lettre plastifiée laissée sur la tombe. C'était une lettre de Julien, manifestement fausse, écrite avec une calligraphie qui tentait d'imiter la sienne, où il me demandait soi-disant pardon d'avoir trahi sa femme et me suppliait de faire ce qui était juste en remettant l'héritage à Chloé. Je me suis effondrée sur la tombe de mon fils
et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis le jour de sa mort. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la rage, une rage si profonde et primitive que j'ai cru qu'elle allait me consumer entièrement. Comment osait-elle profaner la tombe de mon fils? Comment osait-elle utiliser sa mémoire pour me torturer? Cette femme n'avait aucune limite, aucune dignité, aucun respect, même pour les morts. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois et la police. Les caméras de sécurité du cimetière avaient filmé une femme arrivant à l'aube, mais elle portait une capuche et des lunettes de soleil, rendant l'identification difficile. Cependant, la stature et la démarche étaient clairement celles de Chloé. « C'en est assez !» m'a dit Dubois en arrivant au cimetière. « Nous allons demander une ordonnance restrictive immédiatement et porter plainte pour vandalisme, harcèlement et profanation de sépulture. » Mais je savais qu'une ordonnance restrictive n'arrêterait pas Chloé. Elle avait franchi une ligne de non-retour. Elle avait attaqué la mémoire de mon fils décédé. Et c'était quelque chose que je ne lui pardonnerais jamais. Cette nuit-là, assise dans ma maison entourée de caméras de sécurité et de systèmes d'alarme, j'ai pris une décision. Je n'allais plus être la victime dans cette histoire. Je n'allais plus permettre à Chloé de m'intimider ou de me torturer. Il était temps d'utiliser les armes que mon fils m'avait laissées. J'ai appelé Maître Dubois à 7 heures du matin. « Je veux que nous portions plainte contre Chloé », lui ai-je dit sans préambule. « Quel genre de plainte ?» m'a-t-il demandé, encore à moitié endormi. « Je veux la poursuivre pour diffamation, harcèlement, préjudice moral et tout ce que vous pourrez trouver. Je veux qu'elle sache ce que c'est que d'être de l'autre côté d'une bataille juridique. » Dubois est resté silencieux un moment. « Élise, êtes-vous sûre? Cela va considérablement envenimer la situation. »« Maître Dubois, » lui ai-je dit d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. « Cette femme a profané la tombe de mon fils. Elle a écrit des graffitis sur sa pierre tombale. Si nous ne faisons pas quelque chose de radical maintenant, cela continuera jusqu'à ce que l'une de nous deux soit morte. »« D'accord, » a finalement répondu Dubois. « Mais si nous faisons cela, nous le ferons bien. Nous allons utiliser toute l'artillerie dont nous disposons. » Pendant les jours suivants, Dubois et moi avons travaillé à monter le dossier le plus solide possible contre Chloé. Non seulement pour le vandalisme de la tombe, mais pour tout le schéma de harcèlement qu'elle avait mis en place ces dernières semaines. Mais Maître Dubois avait une autre surprise pour moi. Il s'avère que Julien n'a pas seulement documenté le comportement de Chloé pendant son mariage, m'a-t-il dit lors d'une de nos réunions. Il a aussi documenté autre chose. Il a sorti un dossier que je n'avais pas encore vu. Votre fils a engagé un détective privé durant ses derniers chez moi. Un détective privé? Oui. Il s'avère que Chloé n'était pas seulement cupide. Elle était aussi infidèle. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Dubois m'a montré des photographies et des rapports détaillés. Chloé avait une liaison avec un homme nommé Stéphane depuis les 6 derniers mois du mariage. Les photos les montraient entrant et sortant d'hôtels, s'embrassant dans des restaurants, se comportant comme un couple à de multiples occasions. Julien savait tout, m'a expliqué Dubois. Mais il a décidé de ne pas la confronter car il ne voulait pas que le drame affecte ses derniers mois de vie. Au lieu de ça, il a tout documenté pour l'utiliser si nécessaire après sa mort. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Parce que Julien m'a spécifiquement demandé de ne l'utiliser que si Chloé devenait vraiment dangereuse. Et après ce qui s'est passé au cimetière, je pense que nous avons atteint ce point. Les photographies m'ont retourné l'estomac, mais elles m'ont aussi rempli d'une étrange satisfaction. J'avais enfin la preuve concrète que Chloé n'était pas la veuve dévouée qu'elle prétendait être. C'était une menteuse, une manipulatrice et une adultère. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ai-je demandé. Nous l'utilisons pour détruire complètement sa crédibilité, a répondu Dubois avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Si elle veut la guerre, elle aura la guerre. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c'était ce que Chloé ferait en apprenant que nous avions découvert sa liaison. Car une femme désespérée, avec des secrets à protéger, est capable de tout. Et Chloé était sur le point de prouver jusqu'où elle était prête à aller.
2 jours après que Maître Dubois ait déposé la plainte contre Chloé, incluant les preuves de son infidélité, j'ai reçu un appel qui a tout changé. « Madame Dubois ?» a dit une voix féminine que je ne reconnaissais pas. « C'est l'infirmière Patricia de l'hôpital général. Vous devez venir immédiatement. Votre belle-fille, Chloé Martin, est ici. Et elle dit que vous l'avez agressée physiquement. » Le monde s'est arrêté autour de moi. « Quoi ?» Elle est arrivée il y a 1 heure, avec des blessures au bras et au visage. Elle dit que vous l'avez confrontée à son appartement et que vous l'avez frappée avec un objet contondant. La police est déjà en route. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Chloé avait porté le coup final. Si je ne pouvais pas être détruite légalement, elle me détruirait pénalement. Le moment de la bataille finale était arrivé. L'appel de l'hôpital m'a laissé paralysée pendant quelques secondes, qui ont semblé des heures. Chloé avait fait monter les enchères d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Non seulement elle était prête à mentir sur des conversations ou à manipuler des témoignages, mais elle était maintenant prête à se blesser physiquement pour m'incriminer. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois, qui m'a dit de ne surtout pas aller à l'hôpital avant son arrivée chez moi. Si Chloé a vraiment porté plainte pour agression, vous pourriez être arrêté dès votre arrivée, m'a-t-il prévenu. En attendant Dubois, mon esprit s'emballait, essayant de comprendre l'ampleur de ce qui se passait. Chloé s'était blessée elle-même et avait dit au médecin que je l'avais attaquée. C'était un niveau de manipulation et de désespoir qui dépassait tout ce qu'elle avait fait auparavant. Dubois est arrivé chez moi en moins d'1 demi-heure, accompagné d'un homme que je ne connaissais pas. Il était grand, mince, avec des cheveux gris et une expression sérieuse qui inspirait le respect. « Élise, voici Antoine, le détective privé que Julien avait engagé, » m'a expliqué Dubois. « Il a des informations qui vont tout changer. » Antoine s'est assis en face de moi avec un épais dossier entre les mains. « Madame Dubois, au cours des 6 derniers mois, j'ai documenté non seulement les activités de Chloé, mais aussi ses schémas comportementaux. Ce qu'elle fait maintenant, ce n'est pas la première fois qu'elle se fait passer pour une victime. » Il a ouvert le dossier et m'a montré des rapports détaillés. Il y a 3 ans, avant de connaître votre fils, Chloé a porté plainte contre son ancien employeur pour harcèlement sexuel. La plainte a été rejetée lorsqu'on a découvert qu'elle avait fabriqué des preuves et qu'elle avait en réalité été licenciée pour avoir volé dans la caisse. Il y a 5 ans, a poursuivi Antoine, elle a poursuivi un ex-petit ami pour violence conjugale. L'affaire a également été classée sans suite quand il a été prouvé que les blessures qu'elle présentait comme preuve avaient été auto-infligées. Mon sang s'est glacé. Auto-infligées ? Oui. Chloé a un schéma établi de se blesser elle-même pour créer des récits où elle est la victime. Les médecins qui ont examiné ses blessures dans l'affaire précédente ont noté que les angles et la profondeur des coupures étaient compatibles avec des blessures auto-infligées. Maître Dubois a pris la parole. C'est pour cela que Julien a engagé Antoine. Il avait commencé à soupçonner que Chloé était capable de tout et voulait vous protéger de ce qui se passe maintenant. Mais comment allons-nous prouver qu'elle s'est blessée elle-même cette fois-ci ? Leur ai-je demandé. Antoine a souri pour la première fois depuis son arrivée. Parce que j'ai quelque chose que Chloé ne sait pas que j'ai. Il a sorti un petit appareil du dossier. Depuis 3 semaines, depuis que le harcèlement a commencé, je surveille son appartement. J'ai des caméras de sécurité cachées qui documentent tout ce qui entre et sort de son immeuble. Et j'ai des enregistrements de ce matin qui montrent Chloé sortant de son appartement, complètement indemne, à 9 heures. J'ai ensuite des enregistrements d'elle revenant à 10h30, entrant dans l'immeuble avec les mêmes vêtements et sans aucune blessure visible. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Ensuite, j'ai des enregistrements d'elle sortant à nouveau à 11h15, cette fois avec des bandages au bras et des marques visibles sur le visage. Entre 10h30 et 11h15, elle était seule dans son appartement. Il est impossible que vous l'ayez attaquée. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut tendu, mais aussi excitant. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je sentais que j'avais un réel contrôle sur la situation.
Chloé avait commis une erreur fatale, et nous allions enfin pouvoir prouver sa vraie nature au monde entier. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, la police était déjà là, prenant la déposition de Chloé. Maître Dubois s'est présenté comme mon avocat et a demandé à parler aux officiers en charge de l'affaire. Non seulement ma cliente est innocente des accusations portées, leur a dit Dubois, mais nous avons la preuve que la prétendue victime s'est infligé les blessures elle-même pour déposer une fausse plainte. Antoine s'est avancé et a montré les enregistrements. Les officiers ont étudié les images attentivement. Chloé sortant sans blessure, revenant sans blessure, et finalement sortant avec des bandages évidents. Entre 10h30 et 11h15, a expliqué Antoine, elle était complètement seule dans son appartement. Il n'y a aucune trace d'une autre personne entrant ou sortant de l'immeuble pendant ce laps de temps. Lorsque les officiers ont confronté Chloé avec les preuves, son histoire s'est complètement effondrée. Elle a d'abord essayé de changer sa version, puis a prétendu que les caméras avaient été manipulées. Finalement, elle a insisté sur le fait qu'il y avait un complot contre elle. « Madame Dubois », m'a dit l'officier principal, « non seulement vous ne serez pas arrêtée, mais nous allons porter plainte contre Madame Martin pour dénonciation calomnieuse. » Mais l'effondrement final de Chloé fut encore plus spectaculaire. Quand elle a réalisé qu'elle avait complètement perdu, qu'elle faisait face à des accusations criminelles et que toute sa réputation était détruite, elle a fait quelque chose qui a révélé son vrai caractère pour toujours. Elle a hurlé au milieu de l'hôpital que j'étais une sorcière manipulatrice qui avait monté son mari contre elle. Elle a commencé à me menacer à tue-tête, disant qu'elle trouverait un moyen de me faire payer pour avoir ruiné sa vie. Son masque de victime vulnérable s'est complètement désintégré, montrant la femme venimeuse et cupide qu'elle était vraiment. Les officiers ont dû la menotter lorsqu'elle a tenté de m'attaquer physiquement dans le couloir de l'hôpital. Pendant qu'ils l'emmenaient, elle continuait de crier des menaces et des insultes que toutes les personnes présentes pouvaient entendre. 6 mois plus tard, Chloé a été condamnée pour dénonciation calomnieuse, harcèlement, profanation de sépulture et de multiples chefs d'accusation liés à sa campagne de terreur contre moi. Le juge, impressionné par les preuves accablantes de son schéma de comportement manipulateur, lui a infligé la peine maximale autorisée. Pendant ce temps, j'ai commencé une nouvelle vie que je n'avais jamais imaginée possible. Avec l'héritage que Julien m'avait laissé, j'ai créé une fondation pour aider les veuves âgées victimes d'abus financiers ou émotionnels. Le domaine familial était devenu un refuge où des femmes comme moi pouvaient trouver la paix, un soutien juridique et l'opportunité de reconstruire leur vie. J'ai aussi aidé des dizaines de familles qui avaient vécu des situations similaires, en leur fournissant des ressources légales et émotionnelles pour faire face à ceux qui les avaient manipulées ou abusées. Maître Dubois est devenu non seulement mon avocat, mais aussi un ami cher qui m'a aidé à naviguer dans ma nouvelle réalité. Antoine a continué à travailler avec moi, documentant des cas d'abus et aidant d'autres victimes à obtenir justice. La tombe de Julien a été entièrement restaurée et est maintenant entourée d'un magnifique jardin que j'entretiens personnellement. Chaque mardi, je vais lui rendre visite et je lui parle des vies que nous avons changées, des femmes que nous avons aidées, de la façon dont son dernier acte d'amour envers moi s'est multiplié en bénédiction pour tant d'autres. Chloé ne m'a jamais recontactée. J'ai entendu dire qu'après avoir purgé sa peine, elle a déménagé dans une autre région, où elle cherche probablement sa prochaine victime. Mais ce n'est plus mon problème. Maintenant, à 72 ans, je comprends enfin ce que Julien voulait dire dans sa lettre quand il a écrit que j'étais plus forte que je ne le croyais. Je n'avais besoin de personne pour me sauver ou me protéger. J'avais juste besoin de l'occasion de montrer de quoi j'étais faite. Il y a des moments dans la vie où l'univers nous met à l'épreuve, avec des défis qui semblent impossibles à surmonter. Mais il nous donne aussi les outils exacts dont nous avons besoin, non seulement pour survivre, mais pour nous épanouir de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mon fils me connaissait mieux que moi-même. Il savait que le moment venu, je trouverais la force de protéger non seulement son héritage, mais de transformer ma douleur en mission.
Chaque fois qu'une femme arrive à notre fondation, brisée et effrayée, se sentant invisible et sans défense, je lui dis la même chose que je vous dis maintenant. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une femme qui a décidé que c'en était assez. Car lorsque nous en avons finalement assez d'être des victimes, nous devenons quelque chose de bien plus dangereux pour ceux qui nous ont sous-estimés. Nous devenons des femmes libres.